Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre balado sérieux. Mais pas trop. L'histoire des Germains, des Francs et des Mérovingiens, saison 4. Je m'appelle Xavier. Et je m'appelle Romain. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram à meropodcast.fr. Et à nous donner des étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite et à nous partager vos commentaires en nous écrivant à meropodcast.fr@gmail.com. Ceci est l'épisode bonus 85, l'heure de la vengeance. Vers le milieu du VIe siècle, alors que tout est calme aux frontières du royaume, Grégoire nous rappelle quand même que, bien que romanisés, les Francs n'ont pas perdu tout à fait leur goût pour la bagarre, et plus particulièrement pour la feide. Et je cite : « L'évêque Désidérius étant mort dans la dite ville de Verdun, on mit à sa place un certain Agiricus, citoyen de la ville. Cependant, Syagrius, fils de Désidérius, se rappelant les injures de son père, et comment, accusé par Céribalde auprès du roi Théodoric, il avait été non seulement dépouillé, mais encore mis à la torture, il attaqua Céribalde avec une troupe armée. 10 livres d'histoire de Grégoire, chapitre 3. Alors en réalité, ce n'est pas une histoire de vengeance que nous livre tout à coup Grégoire, mais deux. Deux récits distincts de faits germaniques à la suite dans son livre 3. L'histoire de Syagrius d'Autun, donc, qui suit quasiment immédiatement celle de deux conseillers de Théodebert, Astériol et Secondin, qui vont littéralement s'entretuer pour de sombres histoires d'honneur à la cour. La bonne vieille feide germanique dont nous parlait déjà Tacite en son temps, et qui semblait n'être plus qu'une relique du passé, fait donc son grand retour dans le récit. Pas parce qu'elle avait disparu en fait. Non, c'est simplement que notre évêque favori se met progressivement à rapporter des histoires plus contemporaines à partir des années 50. De véritables faits divers du Regnum dont il a entendu parler. Des histoires à peine filtrées par lui et sûrement plus authentiques sur le VIe siècle en Gaule que lorsqu'il nous sert une version toute lisse de la conversion de Clovis ou de la guerre de Burgondie. Car rappelez-vous ce que notait déjà le bon Publius Cornelius. Contrairement à la civilisation romaine, connue pour son système légal, ses procédures et son droit écrit, où c'est l'État qui s'était mis à superviser les tribunaux et le traitement des affaires judiciaires, les Germains, eux, avaient un tout autre environnement culturel au départ. Dans leur société sans écriture et sans système étatique, la paix entre clans passait par l'usage privé de la violence, c'est-à-dire un mécanisme de vengeance collectif où tout crime contre un membre de sa zipe devait être vengé par ses parents au sens large, exerçant une brutalité similaire contre le coupable ou son groupe. Un œil pour œil, dent pour dent donc, qui, et c'est contre-intuitif, permettait en réalité de faire fonctionner la société en limitant un peu la violence débridée, puisque tout coup tordu dont vous vous rendiez coupable entraînait automatiquement une réponse collective des parents de votre victime. Et la pratique était tellement bien arrimée culturellement dans la conscience des Francs qu'elle n'a donc pas disparu avec leur arrivée et leur assimilation dans un monde gallo-romain. C'est donc dans cette veine qu'a été pensée la loi salique autour de la fin du Ve siècle, si on retient cette date, avec un code de loi à la romaine, c'est vrai, mais un code dont quasiment 70% des articles traitaient de la violence entre individus, preuve que le concept était encore bien réel à ce stade. Avec la nomination officielle des Rachambourg, les juges tribaux, avec la définition du vergelde précis, les tarifs de composition pour chaque crime, avec le fredus, le prélèvement par l'officier royal d'une partie des sommes pour les encourager à faire le travail, les Mérovingiens ont voulu rationaliser le vieux système sauvage de vengeance privée. Essayer de le mettre progressivement sous contrôle en quelque sorte. L'idée, c'était moins de promouvoir la paix entre les hommes que de casser l'horizontalité du système, où chacun prenait sa protection et la justice en main avec ses cousins ou ses amis. C'est le roi, sa justice et ses officiers qui devaient désormais être placés en haut de la pyramide judiciaire. Un véritable changement de paradigme donc, mais qui, comme le prouve l'affaire Syagrius contre Céribalde,
n'avait pas encore tout à fait pris racine à ce stade au VIe siècle. Car l'histoire de notre homme est proprement stupéfiante. Son père, et c'est assez rare, a été évêque de Verdun pendant plusieurs décennies, et il meurt septuagénaire dans les années 50. Mais plus fort encore, cet homme qui s'appelait Désidérius donc, atteint cet âge vénérable après être passé tout près de la mort en provoquant la colère du fourbe. Car l'évêque Désidérius, ou Desideriatus, ça dépend, sur la dénonciation d'un leude du nom de Cyribald, pour des crimes réels ou supposés, devient dans les années 30 un véritable ennemi aux yeux de Théodoric Ier. Au point même où l'homme de Dieu a été passé à tabac, jeté en prison et même torturé sous ses ordres pendant que les troupes royales ravageaient la ville. Ce qui est quand même un drôle de traitement pour cet ecclésiastique, pourtant lié à l'une des plus grandes familles aristocratiques de la région lyonnaise, appelée les Syagrius, la même d'où venait probablement l'ancien adversaire de Clovis. Une famille ultra riche et célèbre de l'Empire romain tardif comme du Haut Moyen-Âge, et dont le nom va donc se transférer dans le patronyme personnel du fils même de l'évêque, un jeune homme appelé simplement Syagrius. Sauf qu'au début du VIe siècle, les rois savent ne pas aller trop loin avec les évêques pour éviter de se mettre toute la population et l'aristocratie à dos. Après cet emprisonnement brutal et ces mauvais traitements, Théodoric change d'avis et lâche l'affaire, finissant par libérer Desideratus, qui peut retourner dans son évêché de Verdun. Et l'homme, soit qu'il était convaincant, soit qu'il a su jouer sur la culpabilité royale, réussira non seulement à retrouver son poste pour les 20 années suivantes, mais aussi à obtenir quelques années après une subvention de 7000 pièces d'or du fiston, Théodebert le Brillant, pour reconstruire la ville, au moment où le nouveau roi tente de recoller les morceaux avec les territoires gaulois martyrisés par son père. Est-ce que ce Desideratus était trop vieux ou trop pacifiste pour aller demander des comptes à son tortionnaire? Difficile à dire, mais quoi qu'il en soit, à peine l'évêque trépasse que c'est son fils qui sort du bois, notre fameux Syagrius. Et pour l'héritier, même si l'affaire date de 20 ans plus tôt, même si elle n'a pas de rapport direct avec lui, hors de question de laisser filer un tel coup bas. Soit qu'il était d'un tempérament plus belliqueux que son père, soit que sa propre réputation ou sa carrière passait par une démonstration tranchante de son caractère. Notre homme rameute donc une troupe de gros bras et file en direction de Dijon où vit désormais le fameux Cyribald, apparemment à la retraite. Et c'est dans la petite ville de Fleuret-sur-Ouche, à 10 km à l'est de la cité bourguignonne, que Syagrius localise la villa de l'ennemi de son père. Et un beau matin bien brumeux, comme peuvent l'être parfois les terres de Bourgogne, Syagrius et ses hommes débarquent donc à Fleuret en toute discrétion. Ils prennent position autour de sa propriété juste avant l'aube et se mettent à l'attendre, patiemment. Et c'est quelques heures plus tard, au petit matin, qu'ils vont réussir en douceur leur coup. Lorsque Cyribald sort tranquillement de la villa, sans se douter de rien en plein brouillard matinal, Syagrius et ses hommes lui tombent dessus et l'exécutent sans traîner. Enfin, c'est ce qu'ils croient, puisqu'à peine ont-ils eu le temps de célébrer cette affaire rondement menée, que notre commando tombe sur un serviteur du dit Cyribald, apparemment plutôt insatisfait de ses conditions de travail ou juste assez peu malin. Un homme à qui on montre la dépouille de son patron, ou simplement sa tête, puisque l'exposition d'une tête sur un pieu dans le cas d'une fade était légale, et qui douche instantanément la joie de Syagrius. Il y a méprise. L'homme qui vient de trucider n'était qu'un ami de Cyribald. Le dignitaire de Théodoric le Fourbe dort encore donc tranquillement dans sa villa. Ni une ni deux, le commando repart vers Fleuret et décide de ne plus finasser cette fois, alors que la matinée avance, craignant peut-être qu'une troupe armée ne débarque pour les intercepter si l'alerte finit par être donnée. Syagrius et ses hommes lancent l'attaque contre le bâtiment, forcent l'entrée en repoussant les serviteurs, s'engouffrent dans les pièces et atteignent la porte de la chambre où dort Cyribald. Mais le charivari a réveillé notre homme, qui comprend ce qui se passe et décide de vendre chèrement sa vie. L'homme de Théodoric dégaine son épée et choisit de se défendre à la porte de sa chambre. Il déjoue littéralement le désavantage numérique en profitant de l'embrasure pour gérer les assaillants un par un et éviter ainsi de se faire submerger. Une technique bien pensée qui ne peut pas le faire gagner quand même, c'est sûr, mais qui pourrait lui permettre de tenir assez longtemps alors que le jour s'est levé maintenant.
assez longtemps pour que des partisans rappliquent sans doute et mettent en fuite le commando. Mais Syagrius comprend exactement le danger et réalise qu'il faut en finir, immédiatement. Une partie de ces hommes, qui ne peuvent de toute façon pas accéder à la porte, décident de se rendre utile et de contourner le problème, puisque, rappelez-vous, la plupart des villas mérovingiennes sont en bois. Ils s'attaquent sauvagement à un des murs de la pièce, font tomber la cloison et se répandent dans la chambre en masse pour achever leur adversaire à coups d'épée. Et ainsi finit Siribald, le bon cette fois, mis à mort pour ses crimes à Verdun 20 ans plus tôt. Une drôle d'histoire que la vengeance de Syagrius quand même, et qui contient plusieurs enseignements. Alors, première leçon qui semble évidente, la belle loi salique, l'autorité royale pour régler proprement un conflit sous l'autorité du roi, avec ses juges tribaux, ses vergelles de prédéfinis, ses procédures de témoignage vérifiables par l'Assemblée, tout ça, c'est bien joli. Mais quand un aristocrate décide de se venger, surtout quand le roi n'est ni très puissant, ni très redouté, comme c'est sans doute le cas en 554, on en revient aux vieilles habitudes. Se faire justice soi-même, brutalement, en éliminant un ennemi ou un concurrent, sans même respecter un minimum de fair-play ou d'équité. Ce qui ne semble pas troubler le chroniqueur outre mesure d'ailleurs. On est dans une violence somme toute normale, une justice totalement sauvage où Syagrius a décidé que l'agresseur, pourtant proche de la famille royale, et même pas responsable du moindre meurtre, devait payer de sa vie pour avoir défié son clan. Le pouvoir des rois sur les aristocrates montre toutes ses limites, car on parle quand même d'une situation dont un parent mérovingien avec Théodoric est le véritable responsable. On parle d'hommes comme Siribald, proches du pouvoir, qui sont normalement sous leur autorité. Clairement, rien de tout ça, et sûrement pas la crainte de l'autorité royale, n'a arrêté Syagrius. D'autant que, deuxième leçon, n'allez pas imaginer que notre homme va prendre cher pour son crime. Son double crime même, puisqu'il a tué un innocent dans sa première vue. Non, Syagrius va continuer sa belle carrière de dignitaire du régime, et figurez-vous, devenir non seulement évêque de la ville d'Autun, mais un grand ponte de l'église du royaume. Participant à plusieurs conciles, grand constructeur de bâtiments religieux, il accueillera même chez lui le grand saint Augustin de Canterbury, envoyé du pape pour reconvertir l'Angleterre et refondateur de l'église de la Grande-Bretagne au 7e siècle. Tout ça avant de finir lui-même canonisé par l'église comme Saint Syagre d'Autun, preuve que la culture ultra-violente de la Fède était quand même bien acceptée dans les mœurs du Regnum au 6e siècle. Mais ce n'est pas ça le plus troublant dans notre histoire. Ni son ultra-violence à nos yeux, ni son manque de moralité avec cette vengeance à retardement, ni même l'apparente impunité dont bénéficiera Syagrius pour le crime d'un innocent comme d'un ancien ami du roi. Non, ce qui est troublant, ce sont les prénoms. Parce que Siribald a un prénom franc, ça ne fait aucun doute, et notre homme était sans doute un leude de Théodoric. Mais l'assassin, lui, s'appelle Syagrius, un homme dont l'identité, pour le coup, est vraiment gallo-romaine, avec un nom latin et venant d'une famille ultra riche d'aristocrates de la région lyonnaise. Un puissant local promis à un avenir habituel de milliardaire gaulois avec son évêché qu'il obtiendra 6 ans seulement après son crime. On a passé notre temps dans ce balado à rappeler que les Francs avaient fini par adopter la culture romaine, ses lois, ses coutumes, sa langue et sa religion. C'est vrai. Mais on voit bien avec l'exécution de Siribald que les Gallo-Romains ont aussi adopté une partie de la culture germanique. Ses vengeances privées pour dégager un concurrent ou un ennemi, ses mœurs guerrières et même ses carrières militaires, qui vont maintenant refaire partie des carrières envisageables pour un aristocrate latin. Décidément, au VIe siècle, l'unification de l'aristocratie du Regnum est bien en route, avec le meilleur des deux civilisations, ou le pire.